je suis très heureuse de vous retrouver ici à Émoutier, une petite commune rurale du Limousin. Vous les avez peut-être déjà vus, ces panneaux d'entrée de communes rurales plantés à l'envers. Cette opération menée par les agriculteurs il y a tout juste un an voulait nous dire que l'on marche sur la tête. Vous vous souvenez sûrement aussi des mobilisations de janvier et février 2024 et du blocage des autoroutes partout en France qui ont mis en lumière un profond malaise paysan et une grande colère aussi face aux lois, aux normes et plus généralement à notre modèle agricole et alimentaire. Alors, un an plus tard, rien n'est résolu et malgré leur découragement, les agriculteurs continuent de se mobiliser au sein d'instances locales et nationales. Eh bien, c'est le cœur de notre épisode aujourd'hui. L'engagement politique et syndical peut-il être un levier d'action pour répondre à la crise du monde agricole? On en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs du jour, Manon Rousseau-Paillet, qui est présidente du MRJC, et le père Arnaud Favard, prêtre de la Mission de France. Je les retrouve tout de suite, c'est parti. Bonjour Arnaud. Bonjour Claire. Bonjour Manon. Bonjour Claire. Merci beaucoup tous les deux d'être avec nous pour cet épisode. Alors Manon, vous êtes présidente du MRJC, un mouvement de jeunesse qui anime les territoires ruraux, dont l'ancêtre était la Jacques, qui est bien connue du monde agricole pour son rôle au XXe siècle. Avec tout cet héritage, comment est-ce que vous avez vécu les mobilisations des agriculteurs en janvier 2024 ? On a vu ça comme quelque chose d'assez inévitable, d'assez inéluctable en fait, du fait des conditions de vie et de travail dans le monde agricole aujourd'hui. En revanche, on a été assez inquiets de la manière dont les normes environnementales sont devenues le fusible à faire sauter dans une idée que les choses iraient mieux après. Or, les problèmes sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus systémiques que ça. Arnaud, vous êtes, vous, prêtre de la Mission de France, qu'on appelle parfois les prêtres ouvriers, et vous êtes bénévole au sein de l'association Solidarité Paysans. Comment vous avez vécu ces mobilisations de votre côté ? Avec tous les collègues de Solidarité Paysans, on a été bouleversés. On n'a pas été complètement surpris, mais émus quand même de la force de cette colère et l'envie de vivre dignement de son travail. Et on a constaté pendant l'hiver, une explosion des appels, de demandes, venez nous écouter, venez voir, on a besoin d'en parler. La colère a vraiment est sortie du silence. Et donc c'est ça qui nous a impressionnés et bouleversés. Alors on le voit, le monde paysan est un monde très engagé, pas seulement pour défendre la profession, mais aussi pour réfléchir ensemble au meilleur modèle agricole possible. Mais c'est aussi un monde divisé. Et oui, le sujet est sensible et nous allons voir justement comment l'engagement politique peut aider à nourrir toute cette réflexion sur la transition écologique dans le monde agricole. On va en parler ensemble en plateau ? On va s'installer ? C'est parti. Pour rentrer dans le vif du sujet avec vous, Manon, j'aimerais qu'on revienne sur les mouvements de janvier 2024. Qu'est-ce que ça nous dit, selon vous, de l'engagement des agriculteurs de France ? Déjà, ça nous dit quelque chose quand même de leur place et de leur rôle dans la société, parce que le jour où les agriculteurs veulent bloquer, que ce soit les routes avec des tracteurs, la production ou le pays tout simplement, ils en ont la possibilité. Et peut-être que l'opinion publique pourrait s'estimer presque soulagée que ça ne soit pas arrivé plus tôt avec une telle ampleur et que surtout que ça n'ait pas perduré davantage. Ça dit surtout quelque chose de la capacité de mobilisation très forte des agriculteurs, mais aussi des différentes visions de l'agriculture qu'on a pu entendre s'exprimer, qu'on a pu voir aussi à la télévision pendant ces manifestations. Arnaud, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui en France, on écoute suffisamment les agriculteurs ? Il y a une question qu'il faut que chacun puisse se poser, c'est où et qui prend les décisions ? Et le moteur de l'exaspération a été aussi l'énervement, l'agacement, la colère contre des décisions prises à Paris ou à Bruxelles ou encore ailleurs. Qui prend les décisions ? Les agriculteurs sont plus près du vivant, c'est eux qui voient le sol bouger, c'est eux qui voient la plante, et ils sont dépossédés de ces décisions. Et donc comment rapatrier au plus près du terrain par une concertation locale ? Il ne s'agit pas d'une décision individuelle, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire, certes, mais il y a une sacrée différence entre la Champagne, la Drôme provençale, le maraîchage en Anjou ou bien les céréaliers de Beauce. Donc, comment rapatrier pour être plus vrai avec l'activité agricole, avec le terrain, le terroir, le sol ? Eh bien, je vous propose qu'on aille maintenant à la rencontre de Frédéric Martineau, qui est un agriculteur de Vendée qui fait du céréal et de l'élevage. Et comme beaucoup, il se pose énormément de questions quant aux normes européennes qui lui sont imposées. Vous allez le voir, il nous donne quelques exemples d'aberrations auxquelles il est confronté. Regardez.
Une mesure qui me paraît un peu exagérée, c'est le satellite qui nous prend en photo et qui nous donne des surfaces exactes au centimètre près. Dans la nature, le centimètre près, c'est l'herbe qui penche du côté du vent. Il y a déjà plus d'1 centimètre. Une deuxième, c'est Europe, libre circulation des biens et des personnes. Si j'achète du vermifuge pour mes animaux, en France, je le paye 200 € le litre. Si je l'achète en Espagne, je le paye 20 € le litre pour le même laboratoire, le même produit. Et puis derrière, je me dis je vais l'acheter en Espagne directement, en Europe. Ah ben non, j'ai pas le droit de l'acheter en Espagne. Et puis un troisième et dernier, pendant qu'on y est, un semoir à blé type semi-direct en Pologne, 8 000 € le mètre linéaire. En France, 15 000 € le mètre linéaire. Même semoir, même tout pareil. Par contre, derrière, on a accès au même marché mondial, aux mêmes prix mondiaux. Si effectivement on avait accès à un marché ou au prix français, oui, ça serait différent, mais ce n'est pas le cas. Arnaud, on sent avec ce témoignage vraiment l'exaspération profonde de Frédéric qu'on comprend bien. Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion très forte aujourd'hui entre nos élus et les agriculteurs, une déconnexion entre Bruxelles et le terrain quelque part? On peut se demander, après ce témoignage, si la déconnexion, elle n'est pas entre le satellite et puis ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une profession extrêmement contrôlée et ce contrôle exaspère les agriculteurs parce que, je veux dire, du coup, ils sont dépossédés de leurs décisions, comme je le disais tout à l'heure, et il faut qu'ils retrouvent cette maîtrise des décisions par une concertation locale qui puisse se dire entre eux, finalement, voilà, comment on procède ici, quoi. Mais il faut aussi qu'on joue le même match, c'est-à-dire que si on prend un sport collectif, les règles sont universelles, que ce soit l'Europe ou dans le monde. Là, on la voit bien avec ce témoignage que les règles sont pas les mêmes pour tout le monde, quoi. Et comment on peut avoir un match, comment on peut jouer à égale profession, à égal revenu, à égal travail, si on joue pas les mêmes règles, quoi. Donc, effectivement, je veux dire, c'est quand même plus qu'une bizarrerie, quoi. Il y a de quoi être en colère. Et puis, je me dis que souvent, ce qu'on nomme comme une déconnexion depuis Bruxelles, c'est en fait l'importance qu'ont les technocrates dans des décisions qui, comme tu le soulignais, sont déconnectées du terrain. Mais il y a aussi vraiment un poids très très important à prendre en compte du lobby de l'agrochimie à Bruxelles et de la manière. Vous avez travaillé maintenant vous-même, donc vous connaissez bien ces réalités. J'ai travaillé là-bas et j'ai pu voir dans des tentatives de politique qui étaient faites, notamment par exemple pour la réduction des pesticides ou d'autres mesures, le poids très très fort qui pesait de certains lobbies pour mettre en déroute ces politiques. Et bien, comme on vient de le voir avec Manon et Arnaud, les agriculteurs sont méfiants, voire hostiles envers les responsables politiques, mais eux-mêmes sont aussi souvent engagés au sein de coopératives, de syndicats, voire militants parfois. Alors comment leur engagement se traduit-il sur le terrain et comment peut-il être compatible avec la transition écologique? On en parle tout de suite dans cette seconde partie. Manon, pour essayer de comprendre comment la politique peut accompagner la transition écologique dans le monde agricole, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce paysage syndical agricole, justement, qui est assez ancien, qui est apparu au XXe siècle, qui est aujourd'hui largement dominé par la FNSEA. Alors justement, dites-nous en plus, qui est la FNSEA ? Peut-être qu'avant de répondre à cette question, il faut que je situe mon propos, peut-être que je situe d'où je parle. Ça me semble important de préciser que moi j'ai grandi avec un père qui est syndiqué à la Confédération paysanne, qui est un syndicat en opposition avec la FNSEA. Ça, c'est pour le côté personnel et la manière dont ça a marqué mon éducation. Mais aussi, de l'autre côté, le fait qu'en tant que présidente du MRJC, je suis vraiment dans un mouvement qui a participé à la création de la FNSEA d'une part, avant
plusieurs années plus tard, de rétropédaler d'une certaine manière et de revenir sur cette volonté d'un progrès agricole à tout prix en voyant les résultats que ça avait, non seulement d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social. Pour autant, la FNSEA, donc, qui s'organise en local avec des fédérations départementales auxquelles adhèrent les agriculteurs et qui sont ensuite majoritaires dans les chambres d'agriculture, se traduit par une présence sur la scène politique qu'on ne peut pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas seulement de lobbying ou d'un certain poids dans les politiques. On parle vraiment d'une cogestion. C'est-à-dire que la FNSEA, aujourd'hui, gère les politiques agricoles main dans la main avec le ministère de l'Agriculture. Aucune décision politique agricole ne sera prise sans non pas seulement son avis, mais véritablement son action. Et ça, c'est une chose à prendre en compte pour comprendre le poids phénoménal. Je pense que ce rapport de force, on peut le comparer dans aucun autre espace politique. C'est vraiment sans précédent. À titre d'exemple, on parle beaucoup du terme d'agribashing qui désigne cette idée selon laquelle la société civile en voudrait aux agriculteurs d'être des pollueurs, etc. et qu'il y aurait beaucoup d'accusations de cet ordre qui leur seraient faites. Il faut bien comprendre que ce terme-là, s'il repose sur, en effet, un mépris historique de la société vis-à-vis des paysans et sur une réalité qui est celle qu'on fait peser sur les paysans, le poids des politiques, pour autant, c'est bien un terme qui a été inventé et popularisé par la FNSEA pour saper toute tentative de mesures environnementales qui iraient contre les politiques qu'elle cherche à conduire elle-même. Oui, d'ailleurs, ce terme d'agribashing a été très présent lors des manifestations de janvier 2024 des agriculteurs. On a aussi vu un autre syndicat venir sur la scène, c'était la coordination rurale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, c'est un syndicat dont je pense on va entendre parler de plus en plus. Il est possible qu'aux élections des chambres d'agriculture dans les mois prochains, ils prennent beaucoup de place. C'est un syndicat qui a vraiment su tirer son épingle du jeu au moment des manifestations. Il est assez difficile à saisir d'un point de vue politique. Il y a en fait des dissensions déjà en son sein. En tout cas, on peut lui donner quelques adjectifs. Ils sont souverainistes pour beaucoup. Contre les accords de libre-échange et avec pas mal de tensions autour des questions environnementales. Parmi ces syndicats, il y a aussi la Confédération paysanne. Et alors justement, sur les questions de transition écologique, comment est-ce que chacun d'entre eux se situe ? En quelques mots, Manon. La FNSEA, comme la coordination rurale, sont obligés d'arrondir les angles du fait de l'importance des questions environnementales aujourd'hui dans la société. Pour autant, le cœur demeure le même, notamment au niveau de la FNSEA, qui reste dans cette idée qu'il faut produire plus pour nourrir le monde. La Confédération paysanne, elle a toujours défendu une agriculture paysanne, donc en respect des valeurs sociales et environnementales. Et il y a un véritable tournant ces derniers temps, puisqu'elle a fait alliance avec les soulèvements de la terre dans la lutte contre les méga-bassines, ce qui lui a donné une popularité plus importante au sein des milieux militants. Arnaud, je me tourne vers vous maintenant d'un point de vue plus spirituel. Jésus-Christ lui-même a été une figure politique à son époque. Il s'est intéressé aux défis de la société dans laquelle il vivait. Alors comment cette figure pour les chrétiens peut nous inspirer face aux défis que nous rencontrons dans le monde agricole aujourd'hui ? Oui, au temps de Jésus, son pays était occupé par les Romains et autrefois il était occupé par les Grecs et puis il y a eu des vagues d'occupation successives. Donc l'attente d'un Messie était très forte. Et les contemporains de Jésus, comme ses disciples, ont cru reconnaître en Jésus, par la qualité de sa parole, la profondeur de son être, l'attente séculaire, millénaire d'Israël, l'envoyé de Dieu qui allait enfin délivrer son peuple, quoi. On allait revivre cette délivrance que le peuple avait connue lorsqu'il était esclave en Égypte, quoi. Et donc, ses contemporains ont reconnu en Jésus celui qui allait apporter la liberté. Alors, si on reprend nos catégories républicaines, on pourrait dire, oui, Jésus, voilà, non seulement il était libre, mais il a aussi rendu des gens libres dans son dialogue avec la Samaritaine. C'est typique. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de souci d'égalité, il faudrait plutôt dire équité, si on reprenait nos catégories républicaines, c'est-à-dire ce sens de la justice, l'importance de dénoncer les injustices et dire, voilà, qu'est-ce que tu peux faire de juste, quoi. Et quant à la fraternité, faut-il faire un dessein, Jésus s'est fait vraiment frère
de tous les hommes, toutes les femmes de ses contemporains, qu'ils soient lépreux, malades, infirmes. Il était vraiment un frère universel, quoi. Et cette fraternité, elle s'exprime bien sûr dans cette parabole célèbre du bon samaritain, qui s'est fait le frère de l'homme blessé. Donc oui, liberté, équité, fraternité. Et après la résurrection du Christ, des disciples ont été envoyés à travers le monde entier pour évangéliser et ont dû apprendre à vivre ensemble. Est-ce que cette manière de vivre ensemble peut nous inspirer, nous, aujourd'hui? Bien sûr, voilà. Lorsque Jésus ressuscité s'adresse à Marie-Madeleine, la première qui le voit, il lui dit « Va trouver mes frères ». Donc, aller trouver ses frères, c'est ça vraiment le fond de l'annonce de l'Évangile, a été apôtre des apôtres. Alors, les premiers chrétiens, la première génération chrétienne s'est interrogée en disant comment être frère, quoi. Et donc, ils ont mis leurs biens en commun. Voilà, ils ont vendu leurs biens, ils ont partagé l'argent qui restait. Alors aujourd'hui, je pense que ça serait intéressant de revisiter ces communs. Qu'est-ce que c'est la mise en commun? Et quand le pape nous parle de maison commune dans Laudato Si, dans son encyclique, on pourrait revisiter cette catégorie des communs. Qu'est-ce que nous avons en commun? Alors en commun, nous avons l'air que nous respirons, nous avons l'eau des rivières et des océans, nous avons les terres, elles sont-elles encore vivantes pour produire? Nous avons les forêts, enfin voilà, c'est ça. Il y a plein de choses dans la nature, les animaux, la biodiversité, l'importance des abeilles pour, comment dire, les insectes pollinisateurs, quoi. Et puis, ce que nous avons en commun, bien sûr aussi, ce sont nos frères et sœurs en humanité. On vient de vivre les Jeux paralympiques. On a bien vu qu'il y avait une fraternité universelle, quelle que soit, l'agilité du corps ou ses handicaps. Comment être frères et sœurs universels, comment retisser des liens autour du commun, quoi. Et donc, il me semble que pour les chrétiens, pour nous, de se dire, voilà, est-ce que je peux prendre soin de ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que j'ai en commun avec, dans ma commune, dans mon village, dans mon voisinage, avec les enfants? Qu'est-ce que nous mettons en commun? Peut-être qu'il ne s'agit pas de le vendre comme autrefois, mais voilà, d'en prendre soin, de se dire, ce commun que nous avons, nous en prenons soin et nous en prenons conscience. Eh bien, on l'entend dans ce que vous dites, Arnaud Manon, l'action politique est vraiment indispensable aujourd'hui pour aller vers un changement de paradigme de nos sociétés, pour davantage protéger notre maison commune, les plus fragiles d'entre nous, qu'ils soient agriculteurs ou non. Mais alors, comment on passe à l'action? On en parle ensemble. On va partir à présent tout de suite dans la Creuse, pas très loin d'ici, où nous avons rencontré 4 agriculteurs, Éric, Olivier, Aurélie et Sylvain, qui font partie de la Confédération paysanne dont Manon nous parlait tout à l'heure. Alors, comment agissent-ils concrètement sur le terrain pour promouvoir ce modèle d'agriculture auquel ils croient? On le découvre tout de suite dans ce reportage de Laurie Copeau. Alors, je me syndique à la Conf parce que c'est un syndicat qui retrace mes valeurs écologiques, politiques et environnementales. Pourquoi faire autrement avec des produits qui coûtent cher, alors qu'on peut faire différemment et sans abîmer la terre ou l'eau qui nous entoure. Allez! Le fait de passer en agriculture biologique m'a fait redécouvrir des choses et m'intéresser à d'autres choses. L'intérêt des arbres, l'intérêt des haies, la vie du sol, tout ça. Je trouve qu'on est plus sensible parce que justement on n'a pas les béquilles du chimique. La Confédération paysanne, elle est là pour qu'on ait un monde paysan vivant dans nos campagnes. Ça permet d'exprimer une vision de l'agriculture qui peut être un peu différente du syndicat majoritaire. Donc aujourd'hui, on a une réunion à Maisonnisse, donc un bureau élargi avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées pour participer aux élections professionnelles de la Chambre d'agriculture creuse. Et donc c'est pour savoir un peu quelle force on a et quelles potentielles personnes qui peuvent nous aider sur l'organisation des élections, sur l'implication dans les élections. Si on reste sur le même taux de participation que la dernière fois et qu'on veut atteindre ces 16%, il nous faut les 250 voix, donc en gros faire le même score que la fois précédente.
mais sachant qu'il y a des retraités qui ne vont plus voter pour nous. Ce qui veut dire que malgré tout, il faut qu'on aille gratter des voix. Avoir des rendez-vous avec la préfète, pouvoir peser. Pour moi, c'est ça le plus important. L'enjeu, il faut essayer qu'on pèse le plus possible par rapport aux décisions qui sont prises par l'État. Parce que de toute façon, c'est celle-ci après qui oriente l'agriculture. Au-delà des chambres d'agriculture, on a un gros travail de terrain tout au long de l'année, d'échanges et de discussions avec les représentants du gouvernement local. Ensuite, et c'est une logique, c'est que, comme tout syndicat, on défend des valeurs. Ça peut donner l'idée de proposition de loi. Et donc là, on a aussi un travail à faire auprès des députés pour défendre nos intérêts et avoir des propositions de loi qui vont dans notre sens. Manon, on le voit dans ce reportage, en fait, de nombreux agriculteurs aujourd'hui sont de véritables leaders politiques, hyper engagés dans des syndicats ou coopératives. Oui, complètement. Et c'est pas nouveau. C'est vrai que quand on parle de leaders du secteur agricole, des syndicats agricoles, c'est facile de penser à Bernard Lambert qui a donné naissance à la Confédération paysanne puisqu'il était le leader des paysans travailleurs, l'organisation qui existait juste avant la Confédération paysanne et qui s'est notamment créée dans le cadre de la lutte du Larzac. Et c'est quelqu'un qui a défendu à un moment le modèle de très grosses coopératives, qui était pleinement lancé dans ce mouvement de progrès agricole, de révolution technique qui avait cours à son époque et qui simplement à un moment s'est dit qu'il fallait faire attention aux conditions de travail et de vie des agriculteurs et qui a commencé à faire des ponts et des alliances avec aussi les travailleurs ouvriers. Arnaud, je pense à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui ne sont pas du tout agriculteurs, mais qui voudraient quand même faire quelque chose pour ces agriculteurs. Comment on peut les aider quand on n'est pas de ce milieu-là, quand on ne vient pas du monde rural ? Eh bien, il faut ouvrir les yeux, sortir d'un dialogue de sourds, donc ouvrir aussi les oreilles et relancer ce débat, cet échange avec ce que nous mangeons en famille, à table, et puis ceux et celles qui les produisent. Voilà, donc, est-ce qu'en famille, on discute de l'alimentation ? Est-ce qu'en famille... on recherche à savoir pourquoi on prend du temps pour cuisiner. Prendre du temps, aujourd'hui, on n'a plus le temps, mais quand on compare les heures passées devant les écrans et l'heure passée devant sa cuisinière et son réchaud, je pense qu'il y a un déséquilibre immense. Et reprendre du temps à cuisiner ensemble, c'est une belle manière de pouvoir revivre ce dialogue et ce respect entre ceux qui produisent la nourriture et ceux qui la mangent. Eh bien, je vous propose qu'on aille maintenant à la rencontre de Yann, qui est très engagé pour un modèle d'agriculture plus juste et plus durable. Regardez. Je me suis engagé dans l'agriculture et dans le syndicalisme pour donner un sens vivrier et travail au bien de l'humanité. Mais aujourd'hui, la politique agricole nous amène tous dans le mur. Donc aujourd'hui, j'ai proposé à mon syndicat de revoir complètement notre vision et de dire non, il faut qu'on pense au long terme, au service de l'humain avant tout. Et pour ça, je crois vraiment qu'il va falloir changer notre prisme de vision agricole pour remettre l'agriculture au service de l'homme, redévelopper une agriculture vivrière à petite taille, pas dépendre des finances et se rappeler en fait qu'il faut être généreux parce que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche et surtout se rappeler que c'est Dieu qui donne en surabondance à travers sa création. Donc on est là pour servir nos frères, voilà, puisque nous on est là que de passage et on est là pour surtout laisser en fait une terre en bel état pour ceux qui arrivent après nous. Manon, Arnaud, on va bientôt conclure cette émission. Ce qu'on voit dans ce témoignage, c'est qu'on ne peut pas en fait se passer de l'action politique pour engager une transition écologique du monde agricole. Manon. Oui, en fait, c'est la transition du monde agricole, elle doit passer par la politique. Et la politique, c'est pas seulement le lot des institutions. Et il faudrait peut-être qu'on réussisse à sortir en tant que société du paradigme entre consommateurs et producteurs et que véritablement on se rappelle que la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à choisir pour eux-mêmes quel type de nourriture ils veulent manger et quel type de nourriture ils veulent produire. Et pour ça, il y a des initiatives en local qui existent, notamment la sécurité sociale de l'alimentation, où il est possible de s'engager à faire naître ces projets qui, à mon sens, sont très
prometteur. Et je voulais simplement juste terminer en disant que la majeure partie des agriculteurs qui sont syndiqués à la FNSEA, donc par le biais des fédérations départementales, n'ont pas vraiment le choix et que les politiques qui sont décidées au niveau national et européen se font entre des personnes qui ne sont pas sur le terrain avec les agriculteurs. Père Arnaud Favard, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour chacun et chacune d'entre nous aussi à développer notre regard critique vis-à-vis de tout le contenu qu'on lit sur l'agriculture, ce qu'on voit à la télé? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, prendre soin de la maison commune, ça comporte une dimension politique. Effectivement, il faut pouvoir en parler, que ce soit en famille, en voisinage, avec des amis, mais aussi dans des institutions, des syndicats, d'où l'importance que des chrétiens soient vraiment présents et actifs dans les syndicats, dans les partis politiques ou dans des lieux de décision pour faire connaître que le souci de la maison commune, mettre en commun, est vraiment prioritaire. Reprendre l'appel de l'Église catholique à s'engager très concrètement comme chrétien, à écouter les agriculteurs et à être à leur côté dans la mesure du possible. Merci beaucoup Manon et Arnaud d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir suivis dans cette émission et je vous dis à très bientôt dans Génération Laudato Si.